Amis internautes, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette troisième émission de Passé Présent qui a un titre qui porte le nom d'une date, le 17 octobre 1961. Alors cette date, beaucoup de personnes l'ignorent et pourtant, à Paris, ce jour-là, une manifestation importante d'Algériens a eu lieu. Mais cette ignorance n'est pas un hasard, puisque ces événements se sont déroulés pendant la guerre d'Algérie et que ce sujet est longtemps resté tabou en France. En effet, il a fallu attendre 37 ans après la fin du conflit, c'est-à-dire le 5 octobre 1999, pour que le Sénat français adopte définitivement la proposition de loi reconnaissant officiellement la guerre d'Algérie. Les autorités françaises acceptent enfin de donner son vrai nom à des faits qui ont bouleversé la vie de deux peuples. Des films, des livres ont été produits sur ce sujet, mais le sujet reste encore sensible parce qu'il y a encore de nombreuses zones d'ombre. Alors Claude Pentier, pourquoi avoir choisi la date du 17 octobre 1961 comme thème de cette émission? Parce que c'est un moment fort pour l'histoire et pour la mémoire, et je dirais presque pour ma mémoire personnelle. Le lendemain du 17 octobre 61, un voisin qui était policier est venu sonner au pavillon de banlieue où nous habitions pour dire à mon père, qui était l'instituteur de son fils, c'est affreux ce qui s'est passé, c'est insupportable, et il est reparti chez lui, il est retourné chez lui. Quel événement avait pu à ce point le marquer? Eh bien, cette répression d'une manifestation que la justice a accepté de laisser qualifier récemment de massacre, mais le débat historique est tout à fait ouvert, sur lequel il y a eu un silence. Mais il faut dire que tout le monde avait intérêt à faire le silence. Le FLN avait subi un échec marquant et il pensait surtout à rentrer dans une nouvelle phase qui était une phase de négociation. Les gaullistes avaient naturellement tout intérêt à garder le silence et dans le fond n'ont pas tenu trop rigueur à Papon, Papon qui était le préfet de police, de son attitude pendant cette manifestation. Les socialistes avaient fait un bout de chemin pendant la guerre d'Algérie avec la préfecture de police et avec Papon. Les communistes, qui ont réagi quelque peu à cette manifestation, étaient en conflit très vif avec le FLN et n'ont pas réagi de façon virulente. Bon, restait bien sûr quelques intellectuels de gauche, le PSU, mais pour l'essentiel, le silence a pu s'installer. Et aujourd'hui, les archives s'ouvrent et grâce au livre de Jean-Paul Brunet, grâce aux travaux auparavant de Jean-Paul Enedy, nous avons une vision beaucoup plus claire de cette journée. Alors justement, dans son livre « La bataille de Paris », Jean-Luc Enedy reconstitue avec précision le déroulement des événements d'octobre 1961. Plus tard, dans un article du Monde, il écrit « En octobre 1961, il y a eu à Paris un massacre perpétré par des forces de police agissant sous les ordres de Maurice Papon. Aussitôt, Maurice Papon, qui était préfet de police de Paris et de la Seine en octobre 1961, qui viennent s'illustrer aujourd'hui d'ailleurs en fuyant la justice de son pays, après avoir été condamné à la prison pour complicité de crimes contre l'humanité. Maurice Papon donc intente un procès à Jean-Luc Enedy. Et nous avons donc demandé à Jean-Luc Enedy ce que ce procès a représenté pour lui. Un moment de vérité concernant ces événements qui jusque-là, officiellement, n'existaient pas. Jusqu'à ce procès, on peut dire que la version officielle était la version de Papon, préfet de police, qui avait dit à l'époque qu'il y avait eu 2, 3 morts, que la police avait réagi en état de légitime défense, et puis pointe à la ligne. Et que pour le reste, il s'agissait de morts mythiques et d'inventions du FLN et de ses agents. Bien. Donc, ça a été un moment de vérité où se sont affrontés et confrontés eh bien, deux versions. La version de Papon, qui était là, présent, à 2 audiences, qui a exposé son point de vue, qui a fait venir ses témoins, et puis moi-même qui ai été longuement interrogé,
Et puis, les témoins, je ne dirais pas mes témoins, mais les témoins des événements qui sont venus au cours de 2 audiences. Et au terme de cette confrontation, eh bien, les choses sont apparues nettement. C'est-à-dire que la version de Papon ne tenait pas. La version de Papon, pour résumer, c'est quoi? C'est que, d'abord, bon, il a fait de grands développements stratégiques sur la situation à Paris à cette époque-là. Et puis, fondamentalement, son explication, c'était que les victimes retrouvées étaient des victimes de règlements de compte entre FLN et MNA. Hein? Voilà. C'était ça son système d'explication. Bien. Devant la force des témoignages, vous avez bon, des Algériens qui sont venus, pas d'ailleurs en nombre pas aussi important que je l'aurais souhaité, parce qu'un seul a pu venir d'Algérie. Plusieurs étaient prêts à venir, mais je dois dire que les pouvoirs publics ne nous ont à aucun moment facilité les choses, et que pour l'obtention des visas, eh bien, un seul qui a pu faire jouer des relations familiales au ministère des Affaires étrangères a pu obtenir son visa. Les autres ne l'ont pas obtenu, alors qu'ils avaient des témoignages particulièrement forts et importants. Bien, d'autres Algériens résidant en France sont venus témoigner, d'anciens policiers, d'anciens membres du service de santé des armées, d'anciens journalistes qui étaient là, présents, qui ont assisté, et puis d'autres témoins divers. Et puis, comme vous le savez peut-être, une archiviste des archives de France, des archives de Paris précisément, est venue témoigner de ce qu'elle avait constaté de par sa profession, puisqu'elle a en charge les archives de justice aux archives de Paris. Elle est donc venue témoigner disons, du sérieux de mon travail, sans d'ailleurs dévoiler de secrets relevant de la vie privée des personnes. Si bien qu'au total, lors des réquisitions du parquet, eh bien, le représentant du parquet a reconnu, et c'était bien la première fois, la réalité de ce massacre. Et qu'on était fondé à parler de massacre. Il a rendu hommage à mon travail, il a eu une expression selon laquelle les 12 coups de l'histoire venaient de sonner concernant ces événements. Mais en conclusion, il demandait néanmoins ma condamnation. J'avais diffamé M. Papon. Bien. Comprenne qui pourra. Toujours est-il que le tribunal finalement n'a pas suivi le parquet dans ce sens et j'ai donc été relaxé. L'acquis fondamental, décisif et qui fait que plus rien après ce procès ne peut être comme avant ce procès, c'est qu'on a eu là, sur la base d'un examen précis, de témoignages, de documents, de matériaux, sur la base d'une confrontation de 2 versions, avec le préfet, le responsable de ces événements, là, présent, qui a pu, et qui l'a fait largement, s'exprimer, eh bien, on reconnaît maintenant que massacre il y a bien eu. Alors, ça ne règle pas tous les problèmes, mais enfin, il y a un avant et il y a un après. Si bien que ce procès, en définitive, et d'ailleurs je l'ai dit, vous savez, un accusé a la possibilité d'intervenir en dernier, je ne me suis pas privé de cette possibilité, et à Papon qui était venu là pour entendre la plaidoirie de son avocat Varro, eh bien j'ai dit merci monsieur Papon, parce qu'effectivement, sans sa volonté de me faire condamner par la justice, eh bien nous aurions raté une occasion unique de pouvoir faire avancer la lumière sur ces événements. Au-delà de la justice, qu'en est-il de la connaissance des documents historiques? Sur filmé Jean-Paul Enodi,
Jean-Paul Enaudy ne connaissait pas encore le livre de Jean-Paul Brunet. Il venait juste de le découvrir et donc il n'a pas réagi à ce livre. C'est un livre qui apporte une documentation tout à fait nouvelle, qui renouvelle beaucoup la connaissance sur octobre 1961. Il s'intitule « Police contre FLN », le drame d'octobre 1961 chez Flammarion. C'est un livre d'historien extrêmement précis qui va au bout d'une documentation qui est pour l'essentiel une documentation d'archives, les archives de la préfecture de police, qui sont bien sûr au centre de ces événements, mais aussi des archives judiciaires, et accompagnées de quelques témoignages, même si Jean-Paul Brunet n'est pas allé aussi loin qu'il ne dit dans la multiplication de témoignages divers, mais il pouvait s'appuyer sur le dossier, il les cite, il les utilise, il utilise un certain nombre de témoignages venant de Jean-Paul Enaudy. Est-ce qu'il n'y a pas... donc ce livre va être beaucoup commenté à partir de l'apport des archives de la préfecture de police, qui sont d'ailleurs d'une extrême richesse, et que vous commentez avec beaucoup de précision, de justesse, d'honnêteté, en équilibrant bien l'usage qu'on peut en faire, avec une préface d'ailleurs tout à fait intéressante sur le plan méthodologique. Est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'on vous dise à beaucoup utiliser les archives policières, est-ce que finalement ce n'est pas le regard aussi policier qui peut modifier notre analyse historique? Vous avez raison, dans certains sens, évidemment, car les archives ne disent pas autre chose que ce qu'ont voulu dire les gens qui les ont écrites. Ça, c'est évident. Et c'est le travail de l'historien de faire la part des choses, de distinguer, si vous voulez, la surface, l'écume des choses, et puis de voir si en dessous, ça correspond à une réalité. Alors, bon, pour cela, les historiens ont des techniques, c'est-à-dire qu'ils s'efforcent de croiser les problèmes, de croiser les sources. Et j'ai croisé, par exemple, les archives de la préfecture de police, alors qui, entre parenthèses, ne sont pas seulement les archives de ce qu'on appelle la police municipale, c'est-à-dire le maintien de l'ordre, par exemple les rapports qui sont d'ailleurs en soi tout à fait passionnants, très intéressants, des commissaires de police et des brigadiers qui ont participé à la répression, notamment, n'est pas du 17 octobre, et puis aussi du 18, car il y a une manifestation le 18 au soir qui a été encore plus durement réprimée. Mais il n'y a pas que cela, on peut croiser avec les archives de la justice. Hein. Non mais je voulais dire qu'il y a aussi les archives de la police judiciaire, là, qui sont très intéressantes. Ce sont puisque la police judiciaire est le bras en quelque sorte séculier de la justice, et sur commission rogatoire, eh bien, les officiers de police judiciaire que sont les officiers de police, certains officiers de police, ont multiplié les investigations, et justement c'est le travail de l'historien de faire la part, de voir, et je m'en suis pas privé, de voir quelquefois le côté caricatural de ces rapports. Ça ne veut pas dire que tout est à rejeter en bloc. Mais enfin, si vous voulez, avec cette méthode, avec le croisement des archives de police, de justice, et puis aussi, je dois dire, certaines archives que mes collègues historiens qui avaient tout à fait le loisir d'y aller n'ont pas exploitées, je veux dire les archives de l'assistance publique, des hôpitaux de Paris. J'ai fait une investigation relativement poussée sur 5 hôpitaux de Paris, en montrant que, et ça c'est une chose, si vous voulez, que même si dans mon livre j'évite tout jugement moral parce que l'historien n'a pas entré dans ce type de choses, mais c'est ce que j'appelle une indignité, c'est que tout simplement un très grand nombre d'Algériens ou même généralement de Nord-Africains, parce qu'on ne faisait pas la distinction entre Tunisiens, Marocains, etc. Bon, donc de Maghrébins arrêtés, blessés gravement au cours de la manifestation d'abord et sans doute ensuite dans les lieux de détention, eh bien, ont été conduits, alors qu'ils avaient pour beaucoup été victimes de très graves traumatismes crâniens avec perte de connaissance. Eh bien, ils ont été conduits dans les hôpitaux avec des délais absolument inimaginables, quelquefois 3 jours, 4 jours, 10 jours après. Alors, il est évident qu'il y a eu un certain nombre de ce que j'appelle des morts différées, des gens qui sont morts ou qui sont restés très gravement blessés pour le reste de leur vie. Certains sont morts 3 mois après, d'autres il y en a un qui est resté paraplégique qui est sorti paraplégique au bout de 9 mois. La version officielle, c'était celle qui a été donnée par Papon à l'Assemblée nationale, 2 morts,
et un certain nombre de blessés et pas d'exactions. Oui, pour le 17, hein, parce que pour le 18, officiellement, la préfecture de police en a reconnu, me semble-t-il, 3. Enfin, je peux me tromper, au moins 2 en tout cas. Donc, déjà, la bonne connaissance permet d'aller beaucoup plus loin, mais il y a tout ce débat sur est-ce que en écartant la zone géographique, par exemple, en regardant plus largement du côté de la Seine-et-Oise, des archives de Seine-et-Oise, en regardant vers des archives qui peut-être concernent l'Algérie par elle-même, est-ce qu'il y a peut-être quelques éléments nouveaux à glaner? Vous avez quand même, en lisant votre livre, le sentiment que à 80% ou à 90%, les informations essentielles ont été vues. Je ne sais pas, je ne dirai pas, je ne donnerai pas de chiffres, mais j'ai l'impression d'avoir vu beaucoup de choses. Alors c'est vrai que les archives de l'ancienne Seine-et-Oise, j'aurais bien voulu avoir accès aux sources de l'Institut médico-légal des départements voisins, aux archives de justice des départements voisins. Bon, j'ai l'impression, enfin en tout cas, j'ai l'espoir, l'espérance, sinon la prétention, d'apporter, disons, à l'histoire un cadre. Hein, bon, où tout n'est pas fixé, tout n'est pas rigidifié d'avance, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une avancée que j'espère décisive. Claude Josu, qui est un historien du racisme, et il vient de publier récemment un livre, La société française face au racisme, et qui est un bon connaisseur des problèmes de l'immigration algérienne en France, a peut-être certaines réactions à la lecture du livre? Oui, et puis des réactions plus générales. D'abord, je voudrais revenir en effet sur la responsabilité des historiens. On a dit tout à l'heure, pour commencer l'émission, que cet événement était pratiquement tombé dans l'oubli. Je rappellerai que le 20 ou le 17 novembre 1961, dans un sondage publié par le Nouvel Observateur, par France Observateur, 16% des Français, un mois après ce massacre, éprouvaient un sentiment de sympathie ou de solidarité envers les Algériens. C'est un énorme problème. Et je parlais de responsabilité des historiens. Avant tout, je voudrais rendre hommage à ce que j'appelle les travailleurs de la mémoire. Tous ces militants, avec les critiques qu'on peut faire à leur travail, qui dès le jour même ou la nuit même du 17 octobre, ont accumulé les éléments d'information, les preuves. Et je crois que leur rendre hommage, c'est reconnaître que nous venons après eux et que sans aucun doute, ils ont rendu possible les progrès de la recherche historique. J'y reviendrai à propos des archives. La guerre d'Algérie a commencé, vous l'avez dit, c'est entré dans notre vocabulaire officiel récemment. Je pense qu'elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. Je pense que les historiens ont un rôle fondamental à jouer dans cette fin, je veux dire, dans l'établissement d'un consensus minimum, non pas d'un accord absolu sur le nombre de morts ou sur tous les aspects de cette guerre, mais d'un consensus minimum dans notre société qui est traversée par des guerres de mémoire, des guerres de factions de mémoire. Et cela pose le problème des archives. Moi, je suis tout à fait heureux de débattre avec Jean-Paul Brunet, je suis prêt à débattre ailleurs, mais je voudrais lui dire que aux archives de la préfecture de police, je suis toujours tricard, pour employer de l'argot, et que, à une demande de consultation des archives, on m'a répondu que seuls 3 historiens pouvaient travailler à la préfecture. J'ai réécrit après le 5 mai. C'est pas tout à fait vrai, hein. J'ai la lettre là. Oui, donc je vous la donne. Et puis j'aimerais bien être démenti, mais par le préfet lui-même. Donc après le 5 mai, après la circulaire de M. Jospin, qui annonçait la nécessité d'un travail de recherche pour rendre justice aux victimes, j'ai écrit une nouvelle lettre au préfet de police. Je n'ai pas encore de réponse. Et je constate que les archives sont en train de s'entrouvrir. Et je trouve très important qu'un historien ait pu y travailler. Je le sais, je trouve que c'est important. Mais vous savez comme moi, et vous le dites dans votre introduction, parce que cela pose des problèmes de méthode et des problèmes déontologiques, il est indispensable pour qu'il y ait recherche historique, pour qu'il y ait consensus de la profession, qu'il y ait un libre débat, et vous dites vous-même, une discussion générale sur ce que nous allons avancer, indispensable à la démarche scientifique. Cette discussion générale ne pourrait être possible que si il y avait égalité de l'accès aux archives. Donc moi je plaide pour que les avantages que vous avez eus deviennent la loi. Je rappellerai aussi que malheureusement un autre fonds d'archives fait problème. Jean-Luc Hénaudy en a parlé à propos du procès. Ce sont les archives de la ville de Paris, où 2 archivistes qui ont témoigné, on peut discuter pendant longtemps pour savoir s'ils avaient raison ou non. En tout cas, ils se sont comportés à leurs yeux en citoyens. Ils ont apporté au tribunal des éléments d'appréciation qui étaient tout de même interdits d'accès
à Jean-Luc Einaudi, poursuivi par le parquet. Ces archivistes sont victimes d'une espèce de persécution professionnelle de la part de quelque chose qui renvoie à la ville de Paris. Cela fait quand même beaucoup de liens entre la recherche historique et la politique. Je crois important, vraiment, j'insiste là-dessus, que ces préalables soient levés. Je souhaite qu'on le fasse ce soir en bonne entente. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Il est évident, si vous voulez, que bon, ces archives que j'ai consultées d'une façon vraiment très dense là, pendant 18 mois de travail, ces archives, elles ne sont pas encore toutes inventoriées. Elles sont mélangées. Il y a des affaires de droit commun qui sont dans des dossiers qui concernent les affaires algériennes. Il y a des affaires de proxénétisme, etc. En plus, ce sont des affaires, bon, ce sont des dossiers extrêmement brûlants où des fonctionnaires de police sont mis en cause, hein, quelquefois. Bon, là, ici, je mets le plus souvent les noms des officiers de police dans la mesure... Des officiers de police, je mets les noms parce que, bon, j'ai jugé que c'était dans la mesure où ils sont responsables du service d'ordre, qu'il n'y avait pas de procès à leur faire. Bon, voilà. Bon, en revanche, il y en a un dont je mets les initiales, c'est le responsable de l'IGS, l'inspection générale des services de la préfecture de police, qui fait des rapports tout à fait caricaturaux. Bon, alors, cela étant, je suis tout à fait d'accord avec vous et je crois savoir que, eh bien, bientôt, alors, au niveau, si vous voulez, des directeurs de recherche, hein, il ne s'agit pas d'ouvrir, enfin, bon, d'après ce que je crois savoir, il ne s'agit pas de mettre ce type de dossier extrêmement brûlant et encore mélangé entre toutes les mains. Parce qu'il y a quand même, il faut que les gens aient fait leurs preuves, si vous voulez, avant de pouvoir accéder à ce type de dossier. Si je peux réagir rapidement, oui. Pas trop longtemps, parce que je pense qu'il y a de quantité d'autres problèmes. C'est un problème réel de savoir qui peut avoir accès aux archives. Je comprends qu'on veuille s'entourer d'un minimum de précautions s'agissant de dossiers aussi brûlants. Des règlements de compte franco-français, franco-algériens, algéro-algériens sont possibles. Moi, tout de même, je rappelle que je suis docteur d'État, agrégé d'histoire. Donc, monsieur le préfet, ne m'oubliez pas, veuillez bien ouvrir les archives. Alors, pour ce qui est des historiens non professionnels, cela aboutirait à la remarque qui a été faite par un ancien ministre de la Culture. André Malraux serait interdit d'archives aujourd'hui, puisqu'il n'a pas la chance d'être agrégé d'histoire comme nous, je suppose, autour de la table. Enfin, il y a une circulaire du 5 mai du Premier ministre qui parle de chercheurs. Et je pense que les historiens professionnels n'ont pas le monopole de la recherche. Il y a problème, ce sont des archives brûlantes. Je pense que d'autres que les historiens de l'université peuvent offrir des garanties. Voilà, je crois qu'il faut ouvrir ces archives. Au-delà des problèmes d'archives, qui sont naturellement extrêmement importants, il y a les questions de fond, les motivations du FLN en prenant le risque d'une manifestation pacifique à Paris, donc le risque d'une répression, et d'autre part, les choix dont pouvait disposer la police face à un événement qui est un événement difficile, incontestablement, mais où y avait-il dans les deux cas, alors, premièrement, dans le cas du FLN, est-ce qu'on a des informations précises? Est-ce que le FLN, par exemple, a interprété comme un échec, comme un faux pas, cette manifestation parisienne? Alors ça, j'en sais rien. J'en sais rien. Je dis pas c'est pas mon problème. Non, mais enfin bon, là je n'ai rien rencontré dans mes archives, qui sont enfin finalement des archives de l'appareil d'État français. Hein. J'ai rien rencontré en ce sens. En revanche, ce que je voudrais souligner, c'est que donc la police a été, alors contrairement à ce qu'on a dit et pensé pendant très longtemps, la police a été extraordinairement surprise par cette manifestation. Pensez qu'il semble bien que Maurice Papon et donc l'ensemble du corps policiers aient été prévenus de la manifestation au cours de la nuit et sans doute au petit matin du 17. C'est-à-dire que les services de renseignement étaient à peu près, enfin bon, endormis. Et donc alors après, il y a eu des rapports, des flopées de rapports en cascade pour expliquer ceci ou cela. Alors on a dit ceci, puis on a dit cela, etc. Il y a des causes qui ont été mises en valeur, mais enfin ça prouve que ça fonctionnait mal. Et puis la deuxième chose qui est à souligner, c'est que qui dépend de la première, hein, c'est qu'il y avait un nombre de policiers en service cet après-midi-là, cette soirée-là, mais qui étaient
effroyablement faible. Or, c'est déjà une première explication, comme me l'a expliqué Paul Roux, ancien directeur des renseignements généraux. À chaque fois, quand est-ce qu'il y a des affrontements violents, sanglants? C'est quand il y a une disproportion de force. Quand les policiers, les forces de maintien de l'ordre en général, hein, que vous preniez, peu importe n'importe quel pays, les militaires, etc., quand il y a une disproportion de force, eh bien, les policiers ou les militaires sont prêts, ils se sentent agressés et ils sont prêts à tirer. Et on est vraiment très très près des dérives là. Hein. Le préfet de police va constater plusieurs fois sur place quelle est la situation pendant la soirée du 17. Oui, pas pendant la soirée, parce que pendant la soirée, son rôle, de même que le directeur général de la police, Maurice Leguet, de la police municipale, ils sont à la salle de contrôle de la préfecture de police, et non, ils ne bougent pas. Non, mais Papon fait, effectivement, dans l'après-midi, quelques visites à ses commissaires. Est-ce qu'il informe le ministre de l'Intérieur? Est-ce qu'il informe le directeur de cabinet du Premier ministre? Est-ce qu'on sait des choses? De quoi? Sur quoi? De la nature, du risque que fait prendre la manifestation. Non, ça, je n'ai pratiquement rencontré aucun rapport, enfin si un ou deux, mais pas sur le thème que vous abordez, rapport de Papon au ministre de l'Intérieur. Non, ça... Oui, très rapidement, il nous reste très peu de temps. La question qui était posée à propos des archives de police et de la connaissance de cette population immigrée venant d'Algérie est une vraie question. J'ai du mal à croire que le préfet de police n'ait appris cela que le jour même, alors qu'il était en charge de tenir Paris, comme l'a dit le général de Gaulle. Alors pendant longtemps, j'ai eu des doutes. Je me suis dit, c'est un bobard. Si c'était vrai, cela montre vraiment que la connaissance de la population algérienne par la police, avec les yeux et les oreilles dont elle disposait, est extrêmement insuffisante. Et je me permets de dire à Jean-Paul Brunet, pour qui j'ai beaucoup d'admiration comme historien de la banlieue, comme historien du monde du travail français, je ne vous retrouve pas dans ce livre. Je pense que on ne voit des Algériens que des ombres. Alors, il ne s'agit pas de savoir si ce sont des FMA. Ils commencent à conquérir dans la souffrance d'un couvre-feu qui est une indignité. Moi, je suis historien, mais je ne peux pas dissocier mon lobe d'historien de mon lobe de citoyen. C'est contraire à la Constitution. Imaginerait-on un couvre-feu pour les Basques, les Corses, etc. Et dans la souffrance, ils font la conquête de leur nom. Ils s'appellent désormais travailleurs algériens, travailleurs immigrés. C'est un beaucoup plus beau nom que FMA. Et c'est eux qui l'ont conquis. Oui, juste un mot pour vous dire, écoutez, moi je vous rencontre tout à fait moi, sur ces sentiments. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas voulu parler d'une façon générale de la population algérienne. C'était pas l'objet, ce sera peut-être l'objet d'un autre livre. Hein. Merci beaucoup donc, pour cette esquisse de débat qui nous appelle. Et dans le fond, peut-être que nous pourrons trouver d'autres occasions pour rebondir sur les thèmes de l'immigration, plus particulièrement, et aller beaucoup plus loin dans la réflexion. Alors justement, notre rubrique courriel, parce que pour cette émission, nous avons eu du courriel. L'annonce de cette émission a suscité beaucoup de courriels. Parfois, pour demander des précisions, pour savoir comment se brancher sur Internet, ça on le verra avec les techniciens, aussi pour nous encourager et même pour demander de saluer certains des participants à cette émission. Alors c'est le cas de M. Jacques Barrault, professeur au lycée François Ier du Havre, qui m'a autorisé à le citer, pour saluer M. Jean-Luc Enaudi, qu'il a connu il y a 30 ans. Alors c'est fait, on salue Jean-Luc Enaudi de sa part. Voyez que l'émission sert aussi de lieu de rencontre, de lieu de débat et de lieu d'échange. Nous avons appris par la même occasion que dans les manuels d'histoire, le 17 octobre 1961 n'apparaît pas dans la plupart des manuels d'histoire. Je ne sais pas, en France du moins, je ne sais pas si c'est le même cas en Algérie. On serait content d'avoir le point de vue des historiens français et algériens sur ce problème. Alors maintenant, Claude Pentier, la prochaine émission. La prochaine émission sera consacrée au pacifisme, avec comme invité Nicolas Offenstadt, qui vient de publier un livre sur les fusillés de la Première Guerre mondiale. Et puis l'émission suivante sera consacrée aux brigades internationales, avec comme invité Rémi Skoutelski. Alors, nous mais à chaque fois, les ouvertures.
Nous n'avons plus le temps d'aller plus loin, on trouvera tout ça dans le book. Le débat a été très intéressant, mené avec rigueur par des historiens, donc vous pouvez vous rapporter à ce qui va suivre et il nous reste juste le temps de remercier comme d'habitude les présents, Jean-Paul Brunet, Claude Liozu, Claude Pentier, Michael, Françoise, ciao ciao les internautes, à bientôt.